Madame, monsieur, c'est parti pour notre édition hebdomadaire de C'est un monde. Aujourd'hui, c'est la presse écrite qui est à la une. Comment résiste la presse papier que vous connaissez face à Internet? On a voulu faire un bilan mondial après des années de perte d'audience. Comment les journaux s'en sortent-ils? Avec quelle méthode? Sous quelle forme? Pour le savoir, nous avons fait appel, comme chaque samedi, à 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous mettre à la page ce matin, voici nos reporters du jour. François Baudonnet qui nous attend à Rome, c'est notre correspondant permanent. Et notre camarade Claude Deschênes que l'on retrouvera à Montréal. Ça va très bien à Montréal, il fait chaud comme vous le voyez. Nicolas Bertrand, notre correspondant à New Delhi. Enfin, Alexia Kefalas qui nous donne rendez-vous à Athènes. Les températures sont un peu différentes. Allez, tout de suite on s'envole pour Rome. Et en Italie, vous allez voir que la presse écrite fait partie du quotidien, si vous m'autorisez ce jeu de mots. Là-bas, on ne peut pas imaginer une journée qui commence sans lire le journal. Et on dit même que les ventes sont impressionnantes, François. Il y a combien de giornali chez vous? Bonjour. Oui, buongiorno, William. Alors, il y a ici plus d'une centaine de titres de la presse quotidienne. Alors, une centaine de titres, c'est absolument énorme. C'est presque le double de ce qu'on a en France. Et surtout, moi, ce qui me frappe, William, c'est qu'il y avait déjà une centaine de titres dans les années 50 ici en Italie. Et c'est toujours le cas, alors qu'en France, eh bien, ce nombre a été malheureusement divisé par 2. Alors, les principaux journaux italiens, eh bien les voici. Vous avez par exemple le Corriere della Sera, qui est le journal le plus distribué, le plus imprimé ici en Italie. Ça veut dire le courrier du soir, hein, et pourtant il est distribué le matin. Vous avez ensuite la Repubblica, donc qui est un autre journal ici qui est très lu et qu'on connaît d'ailleurs en France. Et puis vous avez pour terminer la Stampa, un autre journal ici italien. Alors ce qui est impressionnant avec ces journaux, c'est qu'ils sont tirés parfois à 400, 500 000 exemplaires. C'est 3 à 4 fois plus que nos journaux français. Et ils sont souvent très épais, avec une cinquantaine de pages. Ils sont édités tous les jours. Il y a souvent des CD, il y a souvent des DVD. Alors, on va quand même pas se masquer la réalité, William. Il y a quand même une crise de la presse écrite en Italie. D'ailleurs, le kiosque que vous apercevez derrière moi, eh bien, ce genre de kiosque a tendance à disparaître. À Rome, il y en a de moins en moins. Mais il en reste encore. Et oui, la presse écrite italienne est un secteur qui est encore très dynamique. Oui, sauf qu'il faut faire une différence là, parce que vous nous avez parlé de la presse nationale italienne. Mais il y a une presse régionale. Alors, comment elle se porte, elle? Et puis, est-ce qu'elle est importante, cette presse régionale? Alors elle est très importante et elle se porte très bien, à tel point d'ailleurs qu'on se demande s'il y a vraiment une presse nationale. Je vous parlais du Corriere della Sera tout à l'heure. C'est un journal qui est imprimé, rédigé à Milan par exemple. La Stampa, c'est un journal qui est de Turin. Alors certes, la Repubblica est de Rome, mais beaucoup de ces journaux nationaux sont en fait des journaux régionaux. Et puis dans chaque région, il y a un journal très important qui fait vraiment la une tous les jours. Je vous propose d'aller faire un tour à Bologne, où nous avons réalisé un reportage avec Florence Crimon et Constantin Pelletier. À Bologne, on est fiers de la Piazza Maggiore, mais aussi d'un autre monument de la ville, le journal local. Tous les matins, même sous la pluie battante, il est vendu à chaque carrefour. Je l'achète tous les matins. C'est le journal de ma ville. Il me donne toutes les informations sur la vie locale. Si les habitants l'aiment tant, c'est peut-être pour son nom. Pas prétentieux pour un sou, cela signifie la monnaie de la pièce. À l'époque, il ne valait que quelques centimes. Mais ce qui fait son succès, c'est surtout l'information locale. La conférence de rédaction est animée par Valerio, le rédacteur en chef. Avec son équipe, il décide des actualités à mettre en avant dans l'édition du lendemain. À la une, on a un tueur, des vols, un cambriolage dans un magasin du centre. On ne met que des informations qui vont intéresser les gens d'ici. En fait, plus qu'un journal, nous sommes le voisin qu'on appelle, et même la maman à qui se plaindre. Depuis 10 ans, Nicoletta est journaliste aux faits divers. Elle se rend au bureau de tabac où le distributeur de cigarettes a été vandalisé. Avec son photographe, ils ont été alertés par le commerçant lui-même.
C'est formidable qu'ils parlent de nous. Sinon, sans eux, cette ville serait morte. Et c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Dès qu'il se passe quelque chose à Bologne, Nicoletta est aussitôt mise au courant. Ce sont les victimes elles-mêmes qui nous contactent. Nous avons beaucoup d'influence. Pour nos lecteurs, si ce n'est pas écrit dans notre journal, c'est que ça n'a pas eu lieu. Plus qu'un simple spectateur de la vie locale, le quotidien régional est un acteur puissant à Bologne. Vous voyez cette statue de Neptune? Eh bien, le journal a lancé une collecte. Des centaines de lecteurs ont participé et nous avons récolté des milliers d'euros pour la restaurer. Nous avons fait ça aussi pour des églises et d'autres monuments de la ville. Ici, le journal est bien plus lu que les quotidiens nationaux italiens, imprimés bien loin d'ici, à Rome. Cela fait 50 ans que je l'achète et je vais continuer de le faire. Cela m'arrive souvent de lire quelque chose qui est arrivé à quelqu'un que je connais. Quand je lis qu'un magasin à Milan a été cambriolé, bon, ça m'intéressera beaucoup moins que celui de Bologne, où là, je vais le vivre avec mes tripes. Il Reste del Carlino est tiré à 120 000 exemplaires par jour, ce qui en fait un grand journal de la péninsule. Il est donc le symbole d'une presse régionale italienne qui va bien. Oui, on comprend un peu mieux. François, on peut résumer ça. Qu'est-ce qui explique que la presse locale résiste si bien ? Alors je crois, William, qu'il y a deux raisons. D'abord, en fait, en Italie, Internet est beaucoup moins développé qu'en France. Alors donc, là, il y a moins de concurrence pour la presse régionale et d'ailleurs pour la presse nationale. Et puis la deuxième raison, peut-être la plus importante, je vais peut-être un peu vous choquer, mais c'est qu'en fait, l'Italie n'est pas véritablement un pays. L'Italie, c'est plus une juxtaposition de régions. Hein, c'est un pays jeune, vous savez, il a 150 ans. Et en fait, il y a des identités locales et régionales qui sont extrêmement fortes. Il n'y a pas grand-chose à voir, par exemple, entre un Milanais au nord et un Napolitain au sud. Et c'est sûrement pour ça, William, que la presse régionale italienne est si forte. Bien sûr. Alors là vous êtes dans Rome, j'allais dire en bras de chemise, en veston et en chemise. Température extérieure à peu près 13 degrés. 13 degrés. 12-13 degrés. Je dis ça parce que maintenant, supportable. on va changer de secteur, de fuseau horaire. Et là, vous allez voir, c'est tout à fait autre chose. Votre collègue du Canada, lui, il était habillé comme un bonhomme de neige. Merci beaucoup, François. À très bientôt dans Télématin. Alors, autre pays, autre mœurs. Direction le Canada. Vous allez reconnaître assez facilement qu'il s'agit du Canada. Voilà, vous voyez Claude maintenant. Là-bas, la presse écrite est en perte de vitesse depuis l'arrivée du numérique, comme dans beaucoup d'autres pays. Mais il y a un journal en particulier qui a défrayé la chronique. Et de quelle façon? C'est Claude qui va vous le raconter, Claude Deschênes. Bonjour Claude, comment ça va? Je vous demande pas s'il fait chaud. Hein. Ah non, on est très bien, moins 10, c'est un beau matin. Oui, Bonjour William. Ce journal dont vous parlez, c'est La Presse, 130 ans d'histoire, qui a défrayé la chronique il n'y a pas si longtemps parce qu'on a annoncé que le journal abandonnait le papier. Effectivement, depuis le 1er janvier dernier, l'édition de semaine n'est plus produite. Alors, il n'y a plus de version papier, les abonnés sont laissés en plan. Ça, c'est la dernière décision d'un plan, justement, qui a été lancé en 2013 et qui a été lancé avec panache parce qu'on a présenté une nouvelle version de la Presse Plus, une version numérique pour tablette. Et ça a été un pari, mais un succès immédiat. Les Montréalais ont adopté. Les dernières statistiques parlent de ce que 220 000 tablettes ouvrent l'application de la Presse Plus quotidiennement. Et ceux qui consultent la Presse Plus, ils consacrent à peu près une quarantaine de minutes, 60 minutes même le samedi, ce qui est vraiment énorme pour la lecture d'un journal. Alors, évidemment, ça va bien. Vous allez voir dans mon reportage que c'est porteur d'espoir, mais il y a quand même des doutes qui viennent avec. Voici à quoi ressemble le plus vieux quotidien francophone d'Amérique. Le journal se déploie sur une plateforme numérique qui a coûté 40 millions de dollars à développer. Il suffit d'un doigt pour avoir accès à une mine d'informations. Ce contenu est accessible gratuitement. Suffit d'avoir une tablette. Cette transformation ne s'est pas faite sans sacrifice, comme l'abolition de l'édition papier en semaine et la suppression de 150 postes. Ainsi, depuis le 1er janvier, cette salle de nouvelles de 250 personnes dépend entièrement de la vente de publicité. L'éditeur du journal a confiance en son nouveau modèle d'affaires. Depuis l'introduction de la tablette en avril 2013,
les annonceurs sont de retour. 70 de nos revenus aujourd'hui publicitaires proviennent de la tablette. 10 à 12 proviennent du mobile. Donc, on a 82 de nos revenus d'entreprise aujourd'hui qui sont totalement numériques. Un mirage, ce va-tout à la publicité? Oui, pense Alain Saunier, professeur de l'Université de Montréal et longtemps directeur de l'information à Radio-Canada. Le modèle d'affaires qui était basé sur la publicité est en train de s'effriter et puis va peut-être être obligé d'être remis en question un peu partout. Prenez juste les chiffres en Amérique du Nord. C'est 63 des revenus des codes publicitaires des quotidiens qui ont disparu dans les 7 dernières années. C'est 29 milliards de dollars. C'est disparu et qui ne reviendra jamais, jamais, jamais. La Presse Plus a la conviction d'avoir trouvé la façon de séduire les annonceurs. Maintenant, on est capable, à chaque campagne, pour chaque client, on envoie un rapport de performance. On envoie au client combien de personnes ont vu l'annonce, combien de personnes ont interagi avec l'annonce, combien de personnes ont activé la vidéo sur l'annonce, combien de personnes sont allées sur le site web du client. Sur le terrain, les journalistes redoutent cette utilisation qu'on fait des données sur le comportement des lecteurs. Selon le président du syndicat des journalistes, ces données s'invitent aussi dans les choix éditoriaux. On le sent déjà, effectivement, sur certains sujets, la direction se fie et se donne des objectifs par rapport aux ouvertures de tel ou tel sujet en moyenne par les lecteurs et ajuste le contenu en fonction de ce critère-là. Alain Saunier s'inquiète aussi de la dérive de ce qu'on appelle la dictature du clic. On va accorder de moins en moins d'importance à ce qui s'appelle les enquêtes ou le journalisme d'investigation, puis on va de plus en plus vers ce que j'appelle la soft news. Face aux doutes et aux critiques de leur nouvelle plateforme, les propriétaires de la Presse Plus ont pour le moment un argument de taille, le succès. La Presse Plus est plus performante aujourd'hui, après 32 mois, ce que la presse papier n'a jamais été en 131 années d'existence. Je ne connais pas beaucoup de journaux sur la planète qui ont fait un plus gros pari que celui-ci. Y croyez-vous? Bien sûr. C'est-à-dire, on peut constater le succès, on est encouragé par le succès. C'est audacieux, c'est un beau produit également, sauf que, en même temps, c'est risqué. Ça peut devenir obsolète à moyen et à long terme. Je ne dis pas que la partie est gagnée, mais on est dans un modèle d'avenir. Moi, aujourd'hui, je suis vraiment un des rares éditeurs de quotidien, puis je suis encore un éditeur de quotidien, dans lequel je peux dire que je suis dans un modèle qui est en croissance. Alors, Claude, apparemment, la formule développée par le journal La Presse Plus là, a fait ses preuves, c'est incontestable. Est-ce que ça a inspiré d'autres journaux? Il y a des émissaires d'entreprises de presse qui viennent de partout dans le monde pour étudier le modèle de la Presse Plus. Pour le moment, la Presse Plus a vendu sa plateforme à Torstar, qui est un groupe qui édite le quotidien le plus important au Canada, le Toronto Star. Alors, on verra pour la suite. Très bien. Alors vous, quand il fait moins 10, je vois qu'il y a pas mal de gens qui se promettent. Il faut savoir qu'ici à Paris, quand il fait moins 10, on est en arrêt de travail. On se cache pendant une semaine. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai pas fini. Hein. Pour les Au revoir. autres, bonne année. Oui, pour les autres quotidiens, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on a vu la Presse Plus, mais ils ont essayé de se démarquer. Comment ils ont fait? Écoutez, il y a toutes sortes de formules. Le Journal de Montréal et le Journal de Québec du groupe Québecor Média en 2013 fait payer pour le contenu sur Internet. On appelle ça le mur payant. Ils ont abandonné ça à l'automne. Il y a aussi Le Devoir, qui est un quotidien indépendant, qui a 37 % de moins de revenus publicitaires. Alors, pour essayer de combler, ils ont fait un appel au public et ils ont ramassé 350 000 $, ce qui est quand même pas beaucoup pour les problèmes qu'ils ont. Du côté du journal de Montreal Gazette, du groupe Postmedia. Eux, ils ont tenté l'année passée une formule en fin d'après-midi, une édition numérique de fin de journée. Après un an, ils ont abandonné parce que ni le public ni les annonceurs étaient là. Et finalement, il y a tous les hebdos régionaux qui étaient autrefois propriétaires du groupe Gesca de la presse, qui sont maintenant propriétés d'un nouveau groupe qui s'appelle Capital Média. Eux, on ne connaît pas la santé financière de cette entreprise, l'importance financière de cette entreprise. Alors, on verra comment ça va se
porter parce qu'on veut aller vers le numérique. La tablette numérique, ça c'est déjà implanté, et continuer avec le papier. Alors, c'est vraiment à suivre. Ça évolue très, très rapidement du côté des médias au Canada. Très bien. Je vois qu'il y a un journal qui s'appelle The Gazette. Comme ça, vous mélangez les deux. Hein. L'anglais et le français, vous êtes tranquille comme ça. C'est un journal de Montréal. D'accord. C'est un quotidien anglophone. C'est un quotidien anglophone, William. Oui. Bon. Eh ben, merci beaucoup. Bonne journée, rentrez au show. Et à très bientôt. Au revoir, Claude. Merci. Au revoir. Petite pause. Chez nous, à présent, avec Julia du Web, on va s'intéresser à celui que l'on considère, à tort ou à raison, hein, comme l'ennemi juré de la presse papier. On n'arrête pas d'en parler depuis le début. J'ai nommé Internet. Et on commence avec un chiffre impressionnant et ô combien révélateur, Julia. Exactement. Ce chiffre impressionnant, William, c'est que pour s'informer, les Français effectuent chaque année 40 milliards de recherches sur Internet. Alors, vous le disiez, un ennemi... Vraiment un ennemi pour la presse papier. On ne peut pas le nier. Sur Internet, ça a été une révolution dramatique pour la presse papier, l'arrivée du web. Effectivement, ça a été terrible. Il y a quand même une petite nuance que je tiens à signaler, William, c'est que la presse papier, certaines marques de presse papier, je vais citer Le Monde, Le Parisien, Le Figaro ou Libération, ont extrêmement bien évolué en version numérique. Et aujourd'hui, ce sont les sites de titres de presse qui ont la plus grande audience. Donc oui, c'est un journal papier qui a évidemment subi beaucoup, mais sur Internet, ils ont réussi à s'adapter. La chose que je voulais vous dire, les raisons, par exemple, qui font que les lecteurs vont aller sur Internet pour lire un titre de presse. Les premières raisons, William, c'est qu'ils ont l'impression de suivre l'actu en réel, temps réel. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont un sentiment d'immédiateté qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir sur le papier. Ils ont l'impression aussi que grâce à Internet, eh ben, ils vont pouvoir partager avec leurs amis, avec leurs contacts, un article qu'ils ont lu. Ils vont aussi trouver des informations ou avoir l'impression de trouver des informations qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Et ils vont pouvoir commenter et voir les commentaires des autres. C'est l'interactivité, en fait, qui passionne les lecteurs de presse sur Internet. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les 5 premiers sites d'information les plus fréquentés aujourd'hui, ce sont en première ligne Le Figaro, vous avez ensuite Le Monde, Le Parisien, vous avez le site de France Télévisions, évidemment, BFM TV ensuite, et on termine avec un site comme le Huffington Post. Le Huffington Post, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, William, un média pure player. C'est-à-dire que c'est un journal qui n'existe que sur Internet et qui ne traite que sur Internet. Aujourd'hui, ce sont des très grosses audiences. On pourra citer aussi Mediapart, Rue 89 et donc Huffington Post le plus fréquenté. Très bien. Juste un dernier mot. Vous avez un site ou une application ou des applications à nous conseiller pour être un collab sur la presse française? Exactement. Si on doit en retenir qu'un, peut-être que ce sera toutabou.com parce que c'est lui qui va vous garantir la presse papier chez vous, dans votre boîte aux lettres, à des prix défiant toute concurrence. Vous choisissez votre abonnement et vous voyez un petit peu les prix qu'on vous propose ici. Ça fonctionne très bien. Merci beaucoup. À plus tard. Allez, on est passé de l'Italie au Canada et hop, on repart dans l'autre sens maintenant avec une escale à New Delhi. Et figurez-vous qu'en Inde, la presse écrite ne connaît pas la crise. Là-bas, il y a presque autant de journaux que d'habitants et ils sont très nombreux. Alors forcément, ça a de quoi séduire les annonceurs, si j'ai bien compris. Nicolas, les imprimeries tournent à plein régime chez vous et d'ailleurs, il me semble que vous êtes sur place. Comme vous pouvez le voir dans cette imprimerie de la capitale indienne, quelques minutes avant minuit, les ouvriers font encore face à la page blanche. Mais ça ne va pas durer. Les épreuves viennent d'être tirées. L'Hindustan Times part à l'impression. Ils ont un peu moins de 3 heures pour sortir 1 million de copies uniquement pour la région de New Delhi. À travers tout le pays, c'est 14 millions de personnes qui, dans quelques heures, auront le journal entre les mains. Entièrement en couleur, s'il vous plaît. Aujourd'hui encore en Inde, les journaux ont une grande valeur. Les gens se sentent liés à leur journal. Chaque matin, avec leur café ou leur thé, ils ont besoin de leur journal. Il y a une habitude, une culture qui se développe depuis l'enfance. Et il y a 26% de croissance chaque année. C'est pour ça que nous continuons à nous moderniser et que nous avons ajouté 2 nouvelles machines. Il y a un potentiel de croissance. Si les techniques d'impression sont ultra modernes, la distribution, elle, est plutôt archaïque. Les journaux sont acheminés sur plusieurs trottoirs de la capitale
où une armée de petites mains se met immédiatement au travail. Il faut ajouter des tracts publicitaires et préparer les livraisons. Nous allons suivre Imtiaz Ali. Le jeune homme a terminé son panier. Il peut maintenant entamer sa tournée. À 17 ans, il est au lycée. Ce petit job lui permet de payer ses études. Il gagne 45 € par mois contre quelques heures de vélo tous les matins. Et il n'a pas de temps à perdre. Le timing est très important car si j'arrive en retard, les gens ne veulent plus prendre mon journal. Donc le timing, c'est la clé. Et pour gagner de précieuses minutes, les distributeurs de journaux indiens ont une technique unique au monde. Au rez-de-chaussée ou au 2e étage, peu importe. En 30 minutes, le lanceur va décocher 80 tirs, sans jamais manquer sa cible. C'est comme un lancer au cricket. Tu fais un grand mouvement de bras. 264 millions de journaux sont distribués chaque jour en Inde, record mondial, et ça progresse encore. Les Indiens sont de plus en plus éduqués, mais les nouvelles technologies sont encore peu répandues. Je n'ai pas de téléphone portable, ni Internet. Je regarde un peu les informations à la télévision, mais le journal, ça a un charme particulier. Ce sont les informations principales, ce qui se passe et où. Je veux tout savoir. Je ressens le besoin d'ouvrir le journal le plus vite possible. Rien que pour la capitale, New Delhi, il y a une quinzaine de titres publiés chaque jour. Ici, la lecture du journal rythme la vie en société. Tous les jours, nous nous rencontrons, nous partageons et discutons ces informations. C'est comme ça que notre société fonctionne. Ce n'est pas « je gagne mon salaire, je mange, je dors et la journée est finie ». Nous ne vivons pas comme ça. Et puis au niveau du contenu, eh bien, ne vous attendez pas à des analyses géopolitiques poussées, loin de là. Dans la majorité des cas, les journaux indiens s'intéressent à la politique nationale avec des scandales, des petites phrases, pas mal de people aussi et beaucoup de sport. Et puis la publicité est partout, parfois même en une, comme ici, pour une voiture, ou comme là, pour un ensemble d'appartements. Mais en contrepartie, votre journal ne vous coûtera presque rien. Moins de 5 centimes d'euros, William. Ah oui, 5 centimes d'euros, c'est plus facile qu'une collection Internet. Vous avez vu l'épaisseur. Merci beaucoup, Nicolas. À très bientôt. Retour dans l'Hexagone maintenant avec Anissa Afaoui. On va se pencher sur l'origine et l'évolution de la presse écrite en France. Et pour ça, il faut remonter à quelle année ? Ouh là là, très très loin, 1605. 1605. Ouais. C'est effectivement en 1605 que la presse écrite est née en France avec un journal qui s'appelait Relations. C'était Relations. Avec un S ou sans S ? Sans S. Et c'est un journal qui a été publié à Strasbourg et c'était le tout premier journal publié imprimé au monde. Alors là, on a envie d'être fiers en se disant mais nous sommes les pères de la presse écrite. Sauf que techniquement à l'époque, l'Alsace était indépendante et le journal était publié en allemand. C'est pour ça que l'histoire française a retenu un autre journal comme étant l'ancêtre de la presse écrite française. C'était le Mercure François. Lui a été publié en 1610. Mercure François ou Mercure de France ? Le Mercure François. Ça voulait dire la même chose. En fait. Oui. Merci. Alors en tout cas, il s'agissait d'un journal annuel de 1000 pages qui revenait, qui donnait des nouvelles du monde. Voilà, et il est l'ancêtre. Et à l'époque, qu'est-ce qui les intéresse, les lecteurs qu'est-ce qu'ils cherchent dans un journal ? On le sait, ça ? Tout. Ah oui, mais tout simplement tout. C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement changé à ce niveau-là. Parce que si le journal que l'on vient de citer s'intéressait, lui, aux nouvelles du monde, en termes actuels, politique internationale, eh bien à cette époque-là, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, les Français ont connu la presse spécialisée, puisque sont apparus quantité de supports parlant de médecine, de théâtre, de musique, de tout. Tout simplement tout. Et même la presse People, d'ailleurs, est née à cette époque-là, en 1672, avec un journal qui s'appelait le Mercure Galant, et lui traitait d'actualités mondaines. Et la liberté de la presse, ça existait à l'époque ? On se posait la question ou pas du tout ? Si, on se posait beaucoup la question parce qu'en fait, il y avait beaucoup de censure, évidemment, énormément de censure. De la création de la presse écrite jusqu'à la Révolution française, la censure était très, très présente. Il faudra attendre
1789, la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui installait la liberté d'expression et de pensée pour balayer, on va dire, la censure. Néanmoins, elle revient très vite, dès 1800, avec Bonaparte, et on attendra alors la Troisième République et 1881 pour la loi sur la liberté de la presse, pour enfin nous en débarrasser. À cette époque-là, la presse écrite se porte comment en France? On compte combien de quotidiens, par exemple? 600 titres quotidiens français qui s'arrachaient dans toute la France. Tous les jours. C'est assez énorme. En fait, au 19e siècle, c'était 600 titres. Et dès le 20e siècle, début 20e siècle, figurez-vous que la presse écrite française était la plus lue au monde. Donc la presse écrite se porte merveilleusement bien. Et pourquoi? Parce qu'elle a le monopole, tout simplement. En revanche, là où ça se corse, c'est quand nous avons la radio et la télévision qui apparaissent et qui investissent les foyers français. Là, à partir de là, des années 30, les Français investissent massivement dans les radios. Ça devient même un outil indispensable pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, nous avons donc la télévision. Mais ces deux chocs-là ne sont rien comparés à l'arrivée d'Internet et du téléphone portable. Alors, ça se confirme, là, ça veut dire que Internet, comme on a essayé de le dire, mais ce n'est pas toujours vrai dans tous les pays, Internet est en train de tuer ou de blesser grièvement la presse écrite? En tout cas, les chiffres le disent. Les chiffres sont très clairs là-dessus. C'est la 7e année consécutive que l'on enregistre des baisses drastiques des ventes de la presse écrite. Pour vous donner un exemple, 38% des lecteurs de presse écrite, de ceux qui vraiment consomment de la presse écrite quotidiennement, lisent sur support numérique. Autrement dit, soit sur un ordinateur, soit sur leur téléphone portable. Et avec ça, selon ces dernières études, figurez-vous que les tablettes ne sont pas comptabilisées. Sinon, les chiffres seraient encore plus effrayants. Pour un autre exemple, le journal Le Monde, lui, par exemple, a 8,8 millions de lecteurs papier, 7,9 millions de lecteurs sur Internet et 3,1 millions sur mobile. Voilà. Et pour certains titres, le taux de numérisation, autrement dit de lecture sur Internet, dépasse même les 50%. Et oui, quand ils font le bilan, ils additionnent. Hein. Donc c'est énorme, mais c'est énorme, au fond. C'est énorme. Bon, à part ça, à propos d'Internet et de la presse papier, le constat n'est pas très positif. La presse écrite a franchement du souci à se faire. Alors, c'est sûr que, bon, de ce point, on ne peut pas dire que l'avenir est très réjouissant, hein, enthousiasmant pour la presse écrite. Néanmoins, on s'adapte. La preuve, début janvier 2016, la presse écrite a augmenté ses tarifs de 10 à 20 centimes d'euros. Voilà, le constat qui est évident, c'est que ça ne sert à rien de culpabiliser le lecteur, qui lui s'est tout simplement adapté aux nouveaux modes de consommation qu'on lui proposait. Bon, merci Anissa. Merci à vous. Pour la dernière page, direction Ardennes, vous allez voir, c'est pas comme à Montréal ou en Italie, hein, quoique les températures sont peut-être plus clémentes. Et en Grèce, vous allez voir que la presse écrite n'est pas à la traîne, là, loin de là. Et là-bas, il y en a pour tous les goûts. Alexia Kefalas va nous répondre. Alexia, ce sont des grands lecteurs de journaux, les Grecs. Bonjour. Bonjour William et bonne année. Alors effectivement, ce sont de grands lecteurs et ça ne date pas d'hier. Quand en Grèce, on parle de presse écrite ou de journalisme, eh bien on parle tout d'abord d'Hérodote. Parce qu'Hérodote, qui était un historien, le père de l'histoire, comme l'appelait Cicéron, et ben en fait il décrivait les guerres persiques, donc imaginez-vous en 480 avant Jésus-Christ, mais il les décrivait comme des articles de presse. Donc certains le comparent au premier correspondant de guerre ici en Grèce, et d'où l'intérêt pour le journalisme. Et aujourd'hui encore, il y a un grand intérêt. C'est pour ça que la presse est pléthorique et aussi les journalistes. Bon, on trouve les mêmes infos à peu près dans tous les journaux ou est-ce qu'il y en a qui sont plus spécialisés que d'autres ? Oui, alors effectivement, il y a quand même beaucoup de journaux, mais on trouve de tout. Alors, il y en a effectivement qui sont un peu plus pour le commérage, d'autres pour le sport, ou encore comme celui-ci qui s'appelle Eleftheriora, que je tiens dans les mains. Eleftheriora, ça veut dire l'heure libre. Eh bien, tous les jours, ce journal barre sa une d'une prophétie d'un moine défunt du mont Athos. Alors aujourd'hui, il prévoit de nombreux malheurs qui vont arriver sur la patrie. Oui, ça fait peur surtout. Mais apparemment, ça se vend à 1000 exemplaires. Mais ça se vend tout de même. Alors, il n'y a pas que ça, je vous rassure, William. Il y a aussi Protothema, la première info, on pourrait traduire ça comme ça. Eh bien, c'est le premier hebdomadaire de Grèce et on a voulu savoir sa recette, comment tenir en temps de crise et avoir autant de lecteurs et surtout autant de tirages. Et c'est pour ça que je vous invite à voir leur recette, William. C'est un sujet réalisé avec Haris Katsianis.
En matière de presse écrite, les Grecs ont l'embarras du choix. Il suffit de se promener dans les rues d'Athènes pour trouver tous les 10 mètres un périptéro, un kiosque à journaux qui souvent a du mal à épingler tous les titres. Et pour cause, il n'y a pas moins de 13 quotidiens sportifs nationaux pour un pays d'à peine 10 millions d'habitants. Alors pour comprendre, c'est très simple, il suffit de compter 2 à 3 journaux par équipe de football, car il n'y en a que pour le ballon rond ici. Quant à la presse nationale, accrochez-vous, William, on dénombre 19 quotidiens nationaux généralistes, 8 économiques, un satirique, 23 hebdomadaires et 44 journaux régionaux. On ne sait plus où les mettre. Comment ces journaux peuvent-ils tenir alors que la crise économique et la récession frappent violemment le pays depuis 7 ans? Nous sommes allés chercher la réponse à Protothéma, le premier hebdomadaire de Grèce. La prochaine échéance du gouvernement est au mois de mars. On a peu de marge. C'est une défraie souvent la chronique. On travaille, travaille et travaille. Puis, on se demande quelle une fera perdre le sommeil du gouvernement. Si personne ne perd son sommeil, nous avons un mauvais journal. On a d'autres armes. Un bon de réduction pour le supermarché, on offre la dinde de Noël, puis on offre aussi livres, DVD, examens médicaux pour 4 €. Mais dans ce pays très conservateur, le trop de révélations peut s'avérer dangereux. On a beaucoup de pression à chaque édition. On reçoit des menaces. Nous avons reçu aussi une enveloppe contenant 3 balles. Donc on se protège. Les tirages sont donc nombreux ici, mais il y a tout de même un problème de contrôle de leur contenu. La Grèce est en effet classée 193 au rang des pays jouissant de la liberté de la presse. Et pour certains, comme Kostas Vaxevanis, il s'agit d'un combat quotidien. Je reçois 53 poursuites judiciaires par an parce que je révèle le nom des fraudeurs fiscaux. Le journalisme est devenu un crime en Grèce. Moi, ça me coûte 100 000 € par an. Cela me ruine économiquement, alors qu'il n'y a pas de justice ici. Éditeurs comme journalistes demandent aujourd'hui plus de protection de leurs sources et de leurs personnes, et ils sont prêts pour cela à saisir la Commission européenne au plus vite. On dirait que c'est pas facile tous les jours, Alexia, pour certains journalistes. Concrètement, qui s'attaque à ces journalistes-là ? Eh bien, en fait, ceux qui sont les plus dérangés, c'est la classe politique, mais aussi les barons, parce que la presse grecque est monopolisée par des barons, c'est-à-dire de grands industriels qui possèdent équipes de foot, médias, entreprises de travaux publics, et forcément, ils se servent des médias pour faire pression sur la classe politique. Et forcément, la classe politique après répond. Donc, il y a ce jeu de ping-pong qui est incessant, mais sauf que ça se fait sur le dos des journalistes qui essaient de faire leur travail correctement. Mais est-ce que les pressions continuent quand même, alors que, après tout, la Grèce est sous tutelle budgétaire de l'Union européenne et puis du FMI aussi? Effectivement, William, depuis maintenant 7 ans, presque 6 ans exactement, 6 ans et demi, la Grèce est sous tutelle budgétaire du Fonds monétaire international et de l'Union européenne. Et quand les représentants de ces institutions viennent à Athènes, on les appelle les hommes en noir, eh bien eux non plus ne sont pas épargnés par la presse nationale. D'ailleurs, il y a une petite anecdote à ce sujet. L'un des représentants du Fonds monétaire international avait fait la une de la presse ici avec une tache rouge dans le cou après une soirée passée dans un bar à Athènes. Alors forcément, toute la presse titrait sur le suçon du FMI en Grèce. Forcément, bon, alors depuis, il a été remplacé par un autre. Oui, c'est vrai ça. Voilà. Bon, très bien, merci beaucoup. Alors, deux choses, deux questions pour terminer. Je vois que rien ne leur échappe. Dites-moi, Alexia, le vent qui s'ouvre, parce que ça ne nous a pas échappé, c'est le Meltem ou c'est autre chose? C'est les Meltem, même si c'est des vents du Nord, ça reste des Meltem, parce qu'il fait quand même plutôt bon ici, même si c'est l'hiver, quoi. Donc un jour chaud, un jour froid. Même les dieux, ils perdent la tête, William. Bon, alors si je vous dis Kalikronia, je prononce bien? Exactement, Kalikronia Pola, William. Bonne année. Bonne année à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Alexia. Bon, madame, monsieur,
Tali Cronier, à vous aussi. Fin de cette édition, c'est l'heure du bouclage. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur la place de la presse écrite dans d'autres pays que vous avez vu. On a essayé d'avoir un éventail le plus probant possible. La semaine prochaine, nouveau thème. Et là, c'est à l'occasion de la sortie d'un film qui s'appelle Paris Willoughby, un film avec Isabelle Carré, Stéphane de Groot, et on va s'intéresser aux familles recomposées. C'est un sujet qu'on n'a pas traité encore, c'est un phénomène qui est fréquent ou pas chez nos voisins, ou au contraire, pour certains, un peu tabou. Combien de personnes composent la nouvelle tribu? Comment ça se passe, la cohabitation dans une famille recomposée, en Espagne par exemple, aux États-Unis, au Brésil, puis en Scandinavie. 4 pays aux mentalités très différentes sur le sujet. Et Télématin, c'est fini aussi, mais on se retrouve bien sûr lundi.